Logée à mi-distance entre Carcassonne et Foix, cette bastide méridionale vous séduira avec ses maisons colorées à colombages. Pour nous éclairer sur l'histoire tourmentée de la ville, Jean-Luc retrouve Marina Salbi, animatrice du patrimoine. Restée de longues années guide à l'Office du tourisme de Mirepoix, la ville n'a plus aucun secret pour elle. Ici, on est face à la maison des consuls. Je pense que les Bastides ont fait un petit peu figure de précurseur en matière de justice. C'est un petit début de démocratie et bien placé. Au centre du Grand Couvert, on avait systématiquement la maison des consuls, c'était les représentants de la population. La mairie, quoi. C'était la mairie de l'époque. Et comme il était de rigueur à cette époque, les solives des maisons les plus illustres étaient sculptées. Ici, pas moins de 104 têtes ciselées dans le bois qui ont une symbolique. On a absolument, on va dire, de tout. On a des hommes, on a des femmes, on a des animaux, on a des figures grotesques, on a des figures obscènes. Et on a tout, en fait, sauf des insectes ou des poissons. Ça ressemble beaucoup, en fait, aux gargouilles des églises, en fin de compte. Ça y ressemble beaucoup, mis à part que c'est pas la même fonction, ça ne rejette pas l'eau de pluie, mais ça y ressemble beaucoup dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'extérieur tout ce qui est sale, tout ce qui est obscène, et c'était une façon aussi de protéger un petit peu le bâtiment. Se balader à Mirepoix, c'est être propulsé au Moyen-Âge. Mais le saviez-vous ? La ville a connu plusieurs implantations et a dû prendre ses distances avec l'Hers, l'affluent voisin. L'histoire veut que Mirepoix a été façonnée un petit peu par l'histoire de la rivière. Et la rivière a emporté la première ville de Mirepoix à la fin du XIIIe siècle. Donc complètement balayée, la ville a été reconstruite. On s'est éloigné de la rivière, c'était trop dangereux, on est parti sur la rive gauche. C'est en forme de bastide, avec des rues tracées au cordeau et une place centrale que les architectes de l'époque repensèrent Mirepoix. Et jamais plus la cité n'a subi d'inondations ravageuses. Et comment quitter Mirepoix sans avoir les papilles qui frétillent ? Car la simple prononciation de son nom évoque tout de suite la gastronomie. La Mirepoix, une préparation à base de légumes découpés un peu comme les rues de la ville, avec minutie. Pour sublimer cette préparation, Jean-Luc retrouve un chef hollandais, Roger van den Bigelaar, aux manettes d'un restaurant prestigieux. D'abord, on va... Ah ben oui, c'est le minimum. Comme tu vois, Jean-Luc, la base de cette Mirepoix, c'est l'oignon, carotte, céleri. Et voilà. Très bien. Alors, comme Escoffier dit, un Mirepoix classique, c'est 1 cm à 1 cm, ça veut dire des dés. Oui. À partir de là, tu construis une sauce, une soupe, comme on veut, en fait. Comme tu veux. Surnommé le cuisinier des rois, Auguste Escoffier fut au début du XXe siècle un des premiers à écrire des livres de recettes qui restent encore aujourd'hui pour de nombreux professionnels un vrai code culinaire. Un peu de graisse de canard, donc. Tout à fait. Voilà. C'est lui qui a consigné les règles de coupe de la traditionnelle Mirepoix. Quel est l'intérêt de découper en dés comme ça, si petit ? C'est juste de créer des surfaces qui donnent en cuisson toute la saveur. Tout à fait. Et tu sens déjà les... Oui, ça monte, oui. Ouais. C'est en 1780 que cette poêlée de légumes coupés en dés aurait été baptisée Mirepoix, du nom du duc de Mirepoix, qui en raffolait. En fait, c'est une cuisson très très rapide, en fait. Oui. Et une fois les légumes rissolés, on les mouille au bouillon. C'est presque comme des Italiens font un risotto. Oui. Je fais humidifier, je fais évaporer et je rajoute un petit peu. Tu vois, les couleurs sont plus fades qu'avant, ça veut dire la cuisson maintenant commence à rentrer dans les légumes. Oui. Moi, j'arrête là. D'accord. Il est temps de dresser. Et comme va nous le montrer Roger, les légumes riches en saveurs peuvent être agrémentés de viande. Oh là là, cette odeur. Moi, j'ai travaillé un petit peu le porc, ça veut dire avec le boudin, Oui. on a fait un petit croquant. Ça sent bon, dis donc. Alors Jean-Luc, je travaillais la poitrine, une cuisson de 9 heures, très lente, et un petit pièce de filet. Ça ne donne qu'une envie, c'est de passer à table. Franchement. On y va? Pour cette assiette, tranche de filet mignon, croquant de boudin au vinaigre de framboise et poitrine de porc de 9 heures. Bon appétit. Merci, cher ami.
Les carottes sont cuites. Juste comme il faut. Il y a une juste, presque al dente. C'est agréable. N'hésitez pas chez vous à vous essayer à la découpe de la mirepoix. Mais ne ratez pas l'occasion d'aller la déguster sur place, dans la cité qui porte son nom. De la gastronomie au château Cathare, il y a un peu plus d'un pas à parcourir. Pour aller contempler le château de Montségur, posé sur un piton rocheux à 1200 mètres d'altitude, Jean-Luc va devoir grimper. Pour cette ascension vers l'histoire du catharisme, il rejoint son ami guide au château, Fabrice Chambon. Vraiment, Montségur, à ce niveau-là, il marque un tournant. Je crois que là-haut, pendant 40 ans, pourtant alors qu'on est en pleine période de guerre, c'est peut-être un des rares moments où les Cathares vont connaître une vraie période de paix. Montségur, c'est important parce qu'on a une longue vie cathare sur ce site qui a vraiment marqué la montagne. Refuge de la hiérarchie cathare, ces chrétiens dissidents mis en fuite par la croisade et le pouvoir royal en 1243, le château de Montségur fascine toujours. Nous voici sur les marches taillées en padane. Ces marches ont été conçues à ce que les montures puissent monter jusqu'au sommet de la montagne. Et c'est toujours émouvant de se dire que finalement, les Cathares, pendant plus de 40 ans, ont forcément emprunté ce cheminement-là. Plusieurs chantiers de fouilles ont été entrepris au fil des années et ont permis aux archéologues de reconstituer le déroulé des derniers mois de siège de 1244. Là, nous nous trouvons devant en effet ces murailles qui sont des murs en pierre sèche et qui correspondent aux chicanes en fait, qui permettaient de protéger l'accès au castrum sur cette face sud. C'est contre ces murailles que les croisés se sont cassés le nez pendant plusieurs mois, Ils sont pas passés. il y a plus de 800 ans. Voilà, ils sont pas Et passés. grâce à elles, de ce côté, ils sont passés par là. Ouais, tout à fait. Mais ne vous y trompez pas, les ruines du château de Montségur, telles qu'on les voit aujourd'hui, ne sont pas celles de la Bastille cathare. Ce sont celles de la forteresse reconstruite par les croisés et le lieutenant du roi de France, Guy de Lévis, pour défendre la frontière avec l'Espagne à la seconde moitié du XIIIe siècle. Moi, je dis toujours que c'est le château des vainqueurs. On réassoit un nouveau symbole, on rase tous les bâtiments qu'il y avait à l'intérieur de ce castrum du temps de l'époque cathare, et sur les vestiges une fois rasés, eh bien, les vainqueurs vont venir reconstruire une nouvelle fortification qui est le symbole de la nouvelle autorité, qui est le château que nous voyons aujourd'hui, et que 800 ans plus tard, en gros, tous les visiteurs prennent pour le fameux château des Cathares. Mais non. Moi, ce que je te propose, c'est de laisser ce château de croisée, finalement, et d'aller voir les vrais vestiges d'époque cathare. Car ces vestiges existent bien. Aux abords du château, l'ancien village des Cathares, le castrum. Le village cathare, Il est là. il est là. En tout cas, c'est la partie qui a été fouillée pour l'instant. On est devant probablement les derniers vestiges de maisons où ont vécu des Cathares. C'est bien ça. Oui. Il y a eu jusqu'à 500 personnes sur cette montagne. Oui, il faut s'imaginer en fait tout le quotidien d'un village de montagne. Les amoureux du site attendent avec impatience que d'autres fouilles commencent, car Montségur n'a pas encore révélé tous ses secrets. Les légendes autour de ces murs vont bon train. Certains imaginent que le fabuleux trésor des Cathares serait encore dissimulé ici. En parlant de trésor, parlons plutôt de petits bijoux, un village où le temps est comme suspendu, la Pérregade. Comme de nombreux hameaux pyrénéens un peu isolés, il a vu ses habitants fermer une à une les maisons et se destiner à une mort lente. Salut Paul. Salut Jean-Luc. Mais c'était sans compter sur quelques irréductibles comme Paul Maris, qui avec quelques autres a décidé de redonner vie au village et de rénover une à une ses 23 maisons. Bien, moi je vais t'emmener voir l'école de la Pérregade Écoute, c'est un autre et te raconter un peu l'histoire du passé. Donc l'école a été faite en 1903, donc début du XXe siècle, et elle a fonctionné jusqu'après-guerre. L'école a été ensuite rachetée dans les années 50 par une association d'étudiants qui se servait de cette école pour venir bosser les examens et s'isoler un petit peu loin des tentations de la ville. C'est pour ça qu'elle a été rénovée, qu'elle a été remise en état. L'histoire dit que lorsqu'ils venaient étudier ici, les étudiants avaient un taux de réussite qui était assez exceptionnel. Oui, mais c'est la magie du lieu, ça, c'est pas... Le surplus d'oxygène facilite également. La cloche que tu vois là-haut date également de 1903. Elle ne sert plus maintenant qu'à appeler les gens à manger. L'école fonctionne toujours. Au mois de juillet, il y a des élèves, des jeunes qui viennent. Du temps de sa prospérité, la Pérregade comptait jusqu'à 400 habitants.
L'exploitation du bois et du talc offrait du travail à tous, mais les débuts florissants de l'industrie textile ont sonné l'exode. Ça a été rénové maintenant, c'est devenu une maison d'habitation. Aujourd'hui, le village semble renaître de ses cendres. On y rénove les maisons et on s'organise pour que la vie reprenne. Avec les voisins, à l'heure actuelle, nous sommes 3 familles à vivre ici à la Peyregade. Et nous vivons un petit peu en autarcie. Au maximum, nous essayons d'éviter de faire brûler du pétrole ou de l'électricité. Et nous faisons nous-mêmes notre bois. Nous sommes au niveau énergétique en autonomie complète. Parfait. Tout le monde dit ça aujourd'hui, être autonome, produire sa nourriture, produire son bois. Mais nous avons une eau de source qui est extraordinaire. Ah. Elle est pile poil à la température qu'il faut pour le pastis. Eh bien, allez, je t'en offre un. Je pense qu'on va plutôt faire un café. Paul Maris a restauré la maison de son enfance. Et s'il affectionne le calme qui règne ici, il aime faire partager aux randonneurs la beauté de son village et il met tout en œuvre pour cela. Nous avons réouvert certains chemins qui avaient totalement disparu, c'est réouvert. On a réussi à faire une boucle complète qui permet d'aller à la cascade. Donc ce sont des sentiers, des chemins qui sont extraordinaires. Nous avons pas mal de visites de gens qui viennent à la Peyregade et ça c'est super agréable. Tu es en train de nous dire en fait que ce petit coin de vallée là, c'est bon, il est reparti, il revit. Dans la mesure où il y a du monde qui vient et qu'il y a des chemins de communication, la Peyregade ne va pas mourir. Voilà. Le message est clair, allez vous perdre sur les chemins de randonnée qui passent dans ce petit hameau de la Peyregade. Peut-être y trouverez-vous la maison de vos rêves. Direction maintenant le massif de Tarbes, bien connu lui aussi des randonneurs, pour aller rencontrer un artisan qui a repris une activité traditionnelle de la région, le travail de la corne. Je suis en train de m'inspirer d'une petite statuette en os qui a 35 000 ans pour faire la forme. C'est des petits chevaux trapus qui sont représentés par la préhistoire avec des pattes assez courtes. Et cette figure-là, c'est la première sculpture qu'on connaisse d'un cheval à 35 000 ans. C'est très ancien. Jean Mativet, ancien archéologue, a décidé il y a 2 ans d'installer son atelier à Lavelanet et de fournir aux boutiques des musées différentes figurines en corne. C'est bien sympathique, ça m'a fait. Moi, je vois une corne plate, là, tu vois. Chez moi, les cornes, elles sont rondes et tordues. Oui. Alors là, explique-moi, là. Pour arriver à cet état-là, on doit faire une étape qui s'appelle le biscaillage. C'est la mise à plat de la corne. On chauffe la corne, en fait, avec un bec à gaz. Ça la ramollit. Elle devient souple, plus tendre. On l'ouvre au couteau, on casse les fibres manuellement et on la passe sous presse. Et à partir de là, on obtient des plaques. Voilà. D'où, effectivement, la corne plate. Dernière étape pour magnifier ces petits objets en corne, le ponçage, avec des bandes de coton et flanelle pour faire ressortir les couleurs naturelles. Là, il y a tous les effets de transparence qui ressortent. C'est une matière naturelle et toute simple, quoi, la corne de vache, mais c'est là qu'elle devient... Ça fait de très beaux objets. Voilà. Très, très beaux objets. Au même titre qu'il n'y a pas 2 vaches semblables, il n'y a pas 2 cornes identiques. Chaque objet est donc unique. Le côté brillant. Tout à fait remarquable. La vulgaire corne, ça peut être un objet magnifique. C'est étonnant tout d'un. Ouais, c'est une matière qui est très noble. Ah oui, finalement. Inattendu, c'est un peu le maître mot quand on prend le temps de se balader dans le pays d'Olms. Après l'artisanat, nous allons maintenant découvrir un village, lui aussi assez extraordinaire. Bienvenue à Roquefort-les-Cascades. C'est ici que Jean-Luc retrouve son ami Dominique Déon, maire du village. Direction, les fameuses cascades qui ont une particularité et pas des moindres. Elles évoluent au fil du temps car elles sont pétrifiantes. Explication. Le principe de base, c'est que l'eau que tu vois ici est fortement chargée en calcaire, puisqu'elle traverse un massif calcaire. Et elle a la particularité, de par sa composition chimique, quand elle arrive à l'air libre, elle se décharge très rapidement de son calcaire. Ce qui fait qu'elle est toujours en refaçonnage. En fait, c'est la cascade qui s'auto-construit, quoi. Exactement, exactement. Cette roche calcaire si particulière s'appelle le tuf. Et c'est sur 30 mètres de hauteur que les cascades de Roquefort ont produit ce phénomène rare et assez fragile, une tufière. Si la formation de cette montagne de roches est en constante évolution, ce n'est pas le simple attrait du tuf. La visite se poursuit au cœur du hameau. Ce qu'a été... Je t'ai fait descendre sous le pont pour admirer cette voûte voilà, qui a été faite essentiellement avec de la pierre des cascades.
Donc les cascades, c'était d'abord une carrière de matériaux, j'allais dire. Voilà, où les gens allaient se servir pour les constructions, les ponts, les angles de maison, etc. Car le tuf a un avantage et pas des moindres. Humide, cette roche se découpe facilement à la scie. Une fois sèche, elle devient aussi dure que du béton. Et c'est tout le village de Roquefort-les-Cascades qui s'est construit grâce à la pierre de tuf.